taximan. Et ça n'a pas posé les gens qu'il y a dans la rue. Je suis un peu défoncé là. Salut à toutes et à tous, samedi matin, c'est évidemment live, hein. Vous êtes en direct sur Gérard Info, Planète 360, hein. Les amis de Planète 360 sont revenus après 2 strikes, on est là avec Planète 360. Aujourd'hui, vous la connaissez, hein. Ça fait plusieurs fois que j'interviewe, c'est l'amie Anna Gishkina. Alors on a parlé ensemble beaucoup de Russie, hein. On a parlé du conflit, voilà, on a pu avoir des nouvelles grâce à notre amie Anna. Mais aujourd'hui, on va faire un live un peu différent. On va faire un live où on va dialoguer. Tiens, on va dialoguer parce qu'il faut beaucoup de dialogue aujourd'hui. Je trouve qu'on manque de dialogue de notre temps moderne. Bonjour Anna, comment ça va? Bonjour Mike, ça va, merci. Et toi? Impeccable. Donc, ouais, on manque de dialogue, non? Très sincèrement. Je suis absolument d'accord, plus que jamais même peut-être. Parce qu'il en faut. J'ai l'impression que les gens s'enferment dans leur salon à regarder la télé, et puis bon, ils vont pas voir les gens, et on veut nous, voilà, et on reste comme ça entre nous, enfin tout seul. Bon, non? Oui, je pense que la période Covid, ça n'a pas aidé, évidemment. Il y a aujourd'hui, à mon avis, dans la société, un peu de travail à faire pour retisser les liens, je pense, les liens sociaux. Et il y a des astuces et des conseils qui existent pour mener le dialogue, pour réapprendre à dialoguer. Justement, en parlant de dialogue, toi, tu lances ce qu'on appelle le dialogue socratique. Alors d'abord, explique-nous un peu ce que c'est, parce que là-dessus, je sais qu'on est très en retard en France. Oui, Mike, alors, dialogue socratique, je ne lance pas le principe. Le principe existe, voilà, depuis l'époque de Socrate. Depuis Socrate, voilà. 400 ans avant notre ère. Donc, c'est une méthode très ancienne, une des plus anciennes méthodes que nous connaissons aujourd'hui, une méthode de communiquer, de dialoguer et de comprendre et appréhender le monde et l'autre et soi-même. Et ce que moi je fais, c'est je reprends cette technique et j'ai ouvert le cabinet consacré entièrement à cette technique. Et voilà, c'est tout récent et je vous en parlerai avec plaisir. Alors, moi, très sincèrement, je ne connais pas du tout, et j'imagine que les gens qui nous regardent non plus, sauf peut-être, pas que peut-être qu'ils les connaissent, mais en tout cas, voilà, moi je dois savoir, comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qu'est-ce que le dialogue socratique? Alors, le dialogue socratique, c'est une technique de questionnement très spéciale qui met en place dans la tête de l'interlocuteur à qui on pose ces questions, il met en place le processus de la réflexion lucide et logique. Donc, ça fait démarrer une réflexion. Parce que, comme on le sait, et comme disent aujourd'hui et avant, d'ailleurs, plusieurs philosophes spécialistes de la philosophie du langage, de la philosophie pratique, c'est toute réflexion, pour qu'elle démarre dans notre cerveau, on a besoin d'une question. La question, ça doit toujours précéder la réflexion, parce que sinon la réflexion n'existe pas. Donc la question, quand on pose à l'autre, ça incite l'autre à réfléchir, à nous répondre. Donc il y a un process qui se met en route, et il y a aussi la question qu'on se pose à nous-mêmes pour réfléchir sur nos problèmes, sur nos questions, mais ça passe toujours par la question. Et évidemment que la question n'est pas possible sans langage. Bien sûr. Voilà, donc c'est une expression logique c'est le langage qui permet cette réalisation de la logique dans notre vie. Et la logique, c'est évidemment la clé
de la cohérence avec le monde. Ben, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il n'est pas très utilisé parce que visiblement c'est un langage qui ne doit pas être formaté alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une voilà dans une forme de formatage intellectuel. Oui, alors, juste avant de développer ton idée et ta question, je voudrais juste dire que pourquoi, expliquer un tout petit peu aux spectateurs pourquoi je le fais. Je ne me suis pas réveillée hier pour le faire. Bien Donc, c'est sûr. un travail que j'ai mis beaucoup de temps. J'ai beaucoup travaillé sur la question, mais dans les cadres académiques universitaires, parce que c'est le domaine de la philosophie pratique, c'est le domaine de la logique qui fait partie de la philosophie. Donc, et comme moi, je suis spécialiste de la linguistique cognitive avant tout et de la philosophie du langage, donc là, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé et c'est après que j'ai eu cette idée-là de créer le cabinet et ouvrir cette méthode au grand public. Parce qu'il y a Et il y a qui un fait... manque. Pardon? Est-ce qu'il y a un manque Oui, justement? oui, pourquoi on le fait? Oui, oui, tout à fait. Il y a le manque de cohérence. Il y a beaucoup de problèmes de communication, de mauvaise compréhension surtout. Et c'est exactement sur ce problème principal, parce qu'il n'y a pas en réalité d'autres problèmes qu'une mauvaise compréhension. Tous les autres problèmes que vous pouvez, que je peux, tout le monde peut avoir, ce sont des problèmes dérivés d'une mauvaise compréhension, de malentendu, une mauvaise interprétation. Et donc là, cette méthode, ça aide vraiment à relever les contradictions chez la personne interrogée et ça incite cette personne à réfléchir par elle-même et de trouver les réponses à ces questions par elle-même. On ne réfléchit pas assez par soi-même aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est voilà, est-ce que voilà, est-ce que, nous sommes formatés par des éléments extérieurs qui, par exemple, peuvent être, je sais pas moi, l'éducation nationale, l'État, les médias, la presse, est-ce que voilà, est-ce que, on nous fait penser pas par nous-mêmes? En fait, évidemment, on nous fait penser pas par nous-mêmes, mais sauf que ça, c'était toujours le cas. Mais le problème aujourd'hui, c'est les capacités d'encaisser cette information, de la traiter. Je pense que la manipulation et l'envie de faire réfléchir la société pas par elle-même, ça a toujours existé depuis que la société existe. Mais aujourd'hui, on a vraiment un souci de niveau de l'esprit critique dans la tête des gens qui écoutent cette information et qui ne savent pas comment faire pour la traiter, ils ne savent pas comment faire pour décider quelle information ils prennent en considération et quelle information ils laissent, parce qu'il y a tellement d'informations. On vit dans le monde qui est surchargé de l'information. Et nous, on doit faire un tri. Et donc ça, c'est un travail méthodologique, le travail qui est tout à fait possible. Il faut apprendre à le faire. Et donc, c'est le domaine de l'esprit critique. On doit travailler l'esprit critique pour, comme disait Descartes, de omnibus dubitandum, on doit se doter de tout. Donc, on doit mettre en doute ce qu'on entend, l'information qu'on entend, toute information, et on doit la prendre comme une hypothèse qu'il faut vérifier, qui nécessite la vérification. Et on vérifie l'hypothèse par les arguments. Et on cherche ces arguments, et si l'argument est fort, si l'argument prouve cette hypothèse, on garde cette information. Si les arguments que nous avons trouvés sont très faibles, ou même on n'a pas du tout trouvé d'argument, donc cette hypothèse reste juste une hypothèse, et ce n'est pas elle ne peut pas devenir une connaissance réelle, une connaissance qui tient la route. Donc, il faut toujours, c'est ça, réfléchir, c'est d'avoir l'esprit critique et porter cet esprit critique sur l'information que vous entendez. Mais justement, on reçoit une information, voilà, on reçoit une information de qui de droit, c'est-à-dire de quelque chose qui a d'un organe qui a une légitimité. Bon, heu, comment peut-on aujourd'hui, savoir si cette information, n'est pas une forme de petite propagande, si c'est une réalité ou, ben, que cette information en fait, vient d'un organe qui en fait veut nous faire penser différemment?
Alors, dans ce cas, euh, déjà, il faut voir si l'organe d'où vient l'information, il a vraiment une légitimité forte à vos yeux, qui est une autorité, mais une autorité solide qui vous satisfait par cette autorité. Parce qu'il y a quand même à un moment où on ne peut pas toujours tout remettre en question, parce que sinon on ne s'en sort pas. On ne pourra jamais prendre vraiment une décision ou à quoi croire, mais il faut quand même partir de quelque part. Et donc, ce départ, si, comme tu dis, ça vient donc d'un organisme, il faut surtout vérifier si l'organisme, c'est vraiment un organisme de confiance. Et là, normalement, on part d'un argument, mais vraiment d'un argument de confiance, d'autorité. C'est un argument qui tient à la route. Mais il faut que l'autorité soit suffisamment solide pour en tenir compte. Et donc là, il faut, pour savoir si l'autorité est solide, il faudra bien se renseigner et comparer avec d'autres sources cette autorité-là et qui a créé, pourquoi, quelle légitimité, qui a déjà participé avant dans cet organe. Donc, il y a tout un travail de participation, de vérification quand même à faire. Mais c'est quand même. Après, on ne peut pas. L'organisme qui est un organisme d'autorité, là, pour le remettre en question, mais pourtant, il y a quand même une autorité qui a été vérifiée par un grand nombre de personnes qui vous ressemblent, qui appartiennent au même, je ne sais pas, au même courant de pensée. Et dans ce courant de pensée, cette autorité, cet organe, il est vraiment d'autorité reconnu. Là, normalement, les simples humains que nous sommes, on prend cela comme un argument fort quand même. Bien sûr. Mais du coup, donc j'ai cette information et comment je dois faire cette recherche, si je dois faire une recherche, pour comprendre qu'une information est juste ou fausse? Alors, donc ça nous renvoie quand même vers cette question d'autorité. Parce qu'il y a des sources, vous savez, tu sais, même quand on écrit, par exemple, le travail universitaire, quand on nous demande Oui. de préparer des diplômes universitaires, d'écrire une thèse, on doit rechercher les sources fiables pour prouver, pour répondre à la question que nous avons posée au début de la thèse, pour l'amener à son développement et à sa conclusion logique et légitime. Et donc là, il y a beaucoup de sources qui existent et on trie les sources vraiment par leur autorité. Et ça, c'est la première chose à faire, parce que les sources qui viennent d'un organe que vous ne connaissez pas, d'un organe qui est juste qui vient de paraître et qui n'y a aucune information, aucun recul sur l'organe d'information, là, il faut se méfier des informations qui flottent un tout petit peu partout, des petites informations que vous pouvez trouver. Mais quand il y a une information qui est approfondie, qui est déjà elle-même, quand elle est présentée dans une source, dans cette source-là, il renvoie vers d'autres sources encore plus fortes. Et là, on va chercher, l'essentiel, c'est d'aller le plus loin possible dans la racine de cette information. Aujourd'hui, l'Internet nous permet de le faire. Et là, on va aller dans le fond de cette source et on la compare avec d'autres. Et on voit bien en comparant que cette information, qui l'a écrit, comment c'est écrit, sur quel support c'est écrit, qui est derrière, et est-ce que c'est assez scientifique, assez reconnu. Donc, et là, on doit se fier vraiment aux sources qui sont reconnues. Est-ce que le dialogue socratique est une aide pour comprendre la vérité d'une information? Oui, ça peut. C'est une aide. C'est une aide pour comprendre la vérité d'une information. Disons, pour cela, l'information doit être dans deux sens. Donc, ça doit être un dialogue. C'est pour ça que ça s'appelle dialogue socratique. Quand vous écoutez
l'information et c'est dans un sens, vous n'avez pas la possibilité d'interroger. Là, vous devez par vous-même essayer de comprendre si ce qui était dit, donc vous devez analyser ce qui est dit et essayer de le prouver par les arguments. Donc ça, c'est le travail que vous devez faire avec l'information que vous recevez. Mais sinon, le dialogue socratique, s'il y a le dialogue, s'il y a l'échange, s'il y a la possibilité de votre part de poser les questions, vous pouvez profiter de cette technique et savoir poser des vraies questions, des questions suggestives même, les questions qui mènent vers cette émergence de la vérité, des connaissances. Tout dépend aussi de vos questions. Si ce sont des questions bien ciblées, les questions qui vont vraiment tirer de cette source, de cette personne, une vraie information. Et il y a les techniques. Donc la technique, c'est ça. La technique de Socrate. C'est-à-dire d'aller constamment dans une forme de profondeur et dans le détail de l'information. Exactement, Mike, c'est exactement le mot clé que tu as utilisé, c'est la profondeur et les détails. Ici, je vais raconter juste une petite, ça peut être intéressant pour les spectateurs, pour savoir ce que Socrate faisait, parce que ça vient de la philosophie de Socrate, de la maïotique. Et Socrate, il se baladait à l'époque sur les marchés, dans les rues, et il abordait des personnes qu'il ne connaissait pas, et il commençait à les interroger. Il commençait à poser des questions, mais les questions vraiment très, très, très particulières, très ciblées, très bien réfléchies. Et cette personne, les personnes sur qui Socrate ne connaissait absolument rien, mais l'objectif de Socrate, c'était de tirer la vérité de cette personne au maximum, mais vraiment dans les profondeurs, que la personne, que toutes les connaissances qui sont dans cette personne, ça surgisse, et toute la connaissance cachée. Et en posant les questions, il embêtait, parce que c'est embêtant, les questions tellement sur chaque mot que la personne répondait, Socrate reposait des questions pour vraiment aller jusqu'au fond de l'affaire, comme on dit. Ce n'est pas un moment de plaisir, mais c'est ça la technique. C'est la technique, on appelle ad hoc. C'est une expression latine qui veut dire c'est uniquement dans cette circonstance-là, dépendant de ce que tu viens d'entendre. J'ai entendu la réponse de la personne et moi, je vais partir pour développer le dialogue, pour me poser ma question par rapport à ce que je viens d'entendre. Donc, il n'y a pas de paradigme existant, comment ça fonctionne. Ça vient toujours au dernier moment sur la découverte de l'information et on va gratter jusqu'au fond de cette information qu'on entend de l'autre. Comme on dit, en tout cas, une expression qui explique que le diable se cache dans les détails. Et c'est dans les détails qu'on comprend la réalité ou le mensonge. Évidemment, là, quand on pose ces questions très précises, c'est la magie qui s'opère. Sans magie, hein, mais c'est une véritable magie de la logique, parce qu'en posant de vraies questions, des bonnes questions par rapport à ce qu'on entend, et avec le but précis de pouvoir avoir plus d'informations encore, et une information exacte, c'est que on voit, en grattant, en faisant ce forage, on voit les contradictions. Et quand on voit les contradictions dans le discours de l'autre, quand il vient de dire une chose et après il va dire son contraire, donc quand on voit qu'il y a l'infraction des lois, les lois fondamentales de la logique aristotélicienne, la logique hegelienne, et que les lois sont dérangées, c'est déjà c'est la contradiction. Et là où il y a une contradiction, il n'y a pas de vérité. Ça veut dire qu'il faut relever ces contradictions, être attentif à ce que la personne dit. Et dans le langage, on voit toute la vérité. Parce que le langage, comment c'est dit, par quel mot c'est dit, dans quel contexte, si on sait analyser cela, on a le monde entre nos mains. On gère le monde par le langage. Sure. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux apprendre dans cette technique, ou aider la personne à comprendre elle-même le problème qu'elle a. Est-ce que ça signifie que, par exemple, quelqu'un a envie de mentir, voilà, il a envie de mentir. Et lorsqu'on va dans le détail du questionnement sur ce mensonge, est-ce que ça signifie que celui qui ment, au niveau du cerveau humain, lorsqu'il doit raconter une histoire excessivement détaillée, il a
forcément du mal, il ne peut pas aller au bout de son mensonge, c'est-à-dire il doit se trahir forcément à un moment donné? Oui, c'est exactement cela. Si maintenant on le fait subir cette pratique du dialogue socratique, si c'est un mensonge, et si la personne ne s'oppose pas maintenant à ce dialogue, et s'il continue à répondre aux questions qu'on lui pose, à un moment, il y aura la révélation de la vérité parce qu'il y aura la contradiction. On va se retrouver, il va se retrouver lui-même face à ces contradictions et cette technique, elle va vraiment le mettre face à à son mensonge. Et là, il n'y aura plus. Après, ce sera tellement évident et tellement clair que voilà, on peut prendre ça comme un argument fort voilà, pour dire que la personne a menti ou pour dire si elle a dit vraiment la vérité. Alors, j'ai l'impression que c'est pas très enseigné en France, mais que ça l'est plus peut-être en Russie, par exemple. Comment ça se fait qu'en France, on n'en entend pas parler de ce dialogue? Euh, J'essaie de comprendre justement cette question. Disons, aux États-Unis, maintenant si on va comparer aux États-Unis, c'est assez répandu parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment, c'est enseigné à la faculté de médecine, les psychiatres apprennent cela, les juristes, les avocats, les procureurs, les juges donc apprennent, les philosophes, et c'est utilisé dans la psychothérapie. Cette façon cette technique plus dans l'éducation aussi. En Russie, maintenant, je ne peux pas dire en Russie que c'est tellement connu non plus, mais beaucoup plus qu'en France quand même. Donc en Russie, il y a les mouvements d'idées autour de ce sujet. Il y a des personnes de haute autorité, les grands professeurs de philosophie, les psychiatres, les psychologues qui utilisent cette technique dans leur thérapie cognitive, par exemple, comportementale. Ici, j'ai discuté avec les amis psychiatres. Ils connaissent la technique, mais dans le protocole imposé pour leur thérapie, dans le protocole, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas écrit, ce n'est pas proscrit quelque part. Et là, il faut chercher pourquoi tandis que ça aide les gens. Les études ont été faites aux États-Unis qui ont prouvé qu'au bout de 30 ans d'expérience, un dialogue socratique dans les thérapies, ça guérit très bien la dépression, ça guérit tous les problèmes. Pas trop lourde psychiatrique évidemment, mais là où il y a la thérapie qui peut être efficace. Et dans l'éducation, donc mon maître à penser qui est russe, qui est un philosophe russe, lui il essaie de faire la promotion de dialogue socratique dans l'éducation, dans la façon de porter l'information au public, aux étudiants, aux élèves. Et on voit que dans chaque domaine où il est utilisé, il est très utile, il est très efficace. En France, il y a monsieur qui s'appelle Oscar Brénifier. C'est un grand monsieur, un grand philosophe français connu dans son domaine de la philosophie pratique, qui a lancé en France ses consultations philosophiques autour du dialogue socratique. Il a créé, il y a plus de 10 ans, il a fondé l'Institut de pratique philosophique à Bourgogne. Donc, il y a en France, il y a cet institut qui existe. Ce monsieur, il essaie de promouvoir cette technique en France, mais il n'y a que lui. Il y a encore peut-être 1 ou 2 cabinets de la philosophie pratique en France et aujourd'hui en Alsace, donc moi seul qui a ouvert le cabinet de la philosophie pratique du dialogue socratique. Il y en a un tout petit peu. Et peut-être on se rendra compte. Mais j'imagine que ça doit être, c'est une technique qui peut être utilisée aussi par la police dans les interrogatoires. Oui. Est-ce que la police française utilise cette méthode? Alors,
euh, sans donner les noms, mais je discutais avec quelqu'un que je connais, qui travaille dans les renseignements et qui m'a dit clairement qu'il il aura besoin de mes services. Et maintenant, c'est très intéressant pour la police, pour les renseignements, ce genre de technique de dialogue avec voilà, la personne suspectée. Mais il n'y a pas non plus de formation ou d'apprentissage mise en place pour donner cette information, pour former les policiers, pour former les procureurs officiellement à cette technique. Là, je pense que ils peuvent demander cette formation au titre privé ou peut-être le bureau qui est là en Alsace, il va me solliciter pour faire cette formation. Non. Mais d'autres ailleurs, vous voyez, ce n'est pas centralisé, ce n'est pas au niveau C'est-à-dire qu'il y a quand même un manque du coup, parce que en effet, si on va en profondeur des choses, c'est un peu aussi, enfin, aller en profondeur des choses, pardon, c'est un peu le b.a.-ba normalement du métier de policier, d'avocat, de procureur. Et si on ne les forme pas à ça, c'est qu'ils auront forcément un manque dans le dialogue. Et, Oui. donc, on peut dire qu'ici en France, on est en retard. Oui, dans ce sens-là, oui, c'est un retard. Cette méthode, j'ai l'impression qu'on s'intéresse à tout à la promotion de drapeaux multicouleurs dans l'éducation nationale, mais on s'intéresse pas aux choses qui font avancer réellement les problèmes nationaux, et on peut très bien remédier parce qu'il y a vraiment des techniques qui fonctionnent, mais là, j'ai l'impression qu'on se préoccupe vraiment des choses, mais qui sont absolument pas. Mais moi, j'ai l'impression que la philosophie de Socrate va un peu à l'encontre de l'idéal de l'éducation nationale, donc, dont on peut dire pas mal de choses, malgré, quand même. Oui, mais Mike, est-ce que tu peux définir l'idéal de l'éducation nationale aujourd'hui? L'idéal républicain, laïque, bon, qui est un peu très surfait, je veux dire en surface sur les connaissances, quoi. On va dire, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, elle cherche à former des professionnels de quelques métiers, sans qu'il y ait derrière il y ait une réflexion profonde de la vie, de la société, voilà, de toutes ces choses qui nous entourent. Mais c'est bien connu que la vérité fait peur. La vérité fait peur et la vérité nous fait peur à nous-mêmes, notre propre vérité. Et l'être humain, Nietzsche disait que l'être humain a la tendance toujours de fuir la vérité. C'est naturel pour nous parce que c'est trop difficile de supporter la vérité. Et évidemment, le dialogue socratique, c'est tellement efficace pour pouvoir faire ressortir nos vérités, la vérité de l'autre à qui tu le fais, comme Socrate à l'époque, quand il allait embêter les hommes politiques. Tu crois pourquoi Socrate a été condamné à mort? À cause de cette technique. On n'a pas voulu Socrate à l'époque, parce qu'on l'a accusé on l'a accusé de pervertir des esprits des jeunes dans le sens d'aller, voilà, de leur laver le cerveau par je sais pas quoi. Mais en réalité, ce qu'il faisait, ça ne faisait que faire surgir l'esprit critique, la capacité d'une vraie réflexion lucide et logique, et faire surgir la vérité. Et quand il faisait surgir la vérité chez les hommes politiques, tu peux imaginer que quand la vérité sort, et personne ne veut que ça sorte. Du coup, ils étaient vraiment embêtés et il fallait se débarrasser de Socrate à l'époque. Donc aujourd'hui, évidemment que personne ne veut vraiment qu'il y ait des techniques autour qui existent pour pouvoir travailler sur la vérité et pour pouvoir rendre les gens plus intelligents et plus critiques par rapport à ce qu'ils voient. Donc évidemment. On est dans un monde, une société moderne, qui met en avant le paraître et le faux. Je vais prendre un exemple qui va être bête comme ça, mais qui, je trouve, mange un peu le cerveau des jeunes. C'est le côté Instagram. C'est-à-dire, on a des vedettes, enfin des pseudo-vedettes, qui se montrent sur leur meilleur jour avec des filtres, des techniques de logiciels, de ce qu'on veut, de photographie. Et on a toute une jeunesse qui est persuadée que l'idéal dans leur avenir, c'est ce qu'ils voient
sur Instagram, c'est-à-dire vivre du consumérisme, je ne sais pas où à l'étranger, avec des millions d'euros, de dollars ou de ce qu'on veut, et dans des belles voitures, et voilà. Et justement, tiens, le dialogue socratique va à l'encontre de cette philosophie postmoderne qu'on veut imposer. Oui, c'est exactement ça. Ça va, c'est ça. Dialogue socratique, il ne s'intéresse pas à tous ces filtres de la société. Il ne s'intéresse pas aux choses qui sont, qui sont présentées comme vraies, mais en réalité, c'est des choses voilà, superficielles. Et là, il va vraiment, vraiment dans le fond des choses, de chaque chose qu'il aborde. Donc ça n'a pas changé. Cette technique depuis Socrate, cette technique, tu vois, ça existe, mais il y a dans la société, il y avait des moments où ça a été plus ou moins, je pense, hein, comme tout dans la société. À un moment, les gens s'intéressaient, les savants, les universitaires s'intéressaient. Après, il y avait d'autres soucis. Et maintenant, ça revient. Et moi, je sens il y a un besoin peut-être justement un retour de cette envie de la vérité et d'envie de pouvoir enfin avoir notre main et notre tête entre nos propres mains pour pouvoir nous-mêmes maîtriser. Je pense qu'il y a quand même cette soif dans les masses. J'espère qu'il y a il y a les réveils quand même dans ce sens-là. Et il y en a comme toi, tu vois, comme tes spectateurs, des personnes veulent comprendre. Et ils en ont marre qu'on on les empêche de comprendre. On leur impose les filtres. Et c'est lourd à porter parce qu'on n'en a plus de ces filtres. Mais du coup, tiens, ça peut être marrant. Comment débusquer un homme politique, savoir s'il dit la vérité ou s'il ment, avec la méthode socratique? Tiens, si quelqu'un, par exemple, un de nos spectateurs, a la chance de voir son maire, je ne sais pas, ou son député dans le coin, ou peut-être un ministre, tiens, comment il peut débusquer cette personne avec le dialogue socratique? Il peut, mais le souci, c'est que la personne qu'il va aborder, ce sera très embêtant parce qu'il va embêter avec les questions, il va gratter. Et la personne va, malheureusement, la personne est libre hein, aujourd'hui de pouvoir répondre ou pas répondre. Et il connaît ses droits et il va dire tu me laisses tranquille, je n'ai pas envie de répondre à Oui, ta mais, question. non, mais imaginons, à ce moment-là, il y a une caméra et le mec, il ne peut pas se défiler. Et l'homme politique ne peut pas se défiler. Donc, quelles seraient, par exemple, les 2-3 questions qu'il faudrait poser à cet homme politique pour, pas l'embêter, mais pour qu'on ait un peu de vérité de sa part, quoi. Mais en fait, on sait très bien, Mike, que les hommes politiques savent très bien se défiler. Et ils savent très bien dire des choses qui ne veulent rien dire, mais le temps que la personne qui leur a posé la question, il assimile l'information qui veut rien dire, la personne est déjà partie. Vous voyez, c'est vraiment la technique de pouvoir enlever la tension de ce que tu dis. Mais c'est très, très intéressant d'analyser justement le discours flou de nos hommes politiques, qui est flou, mais consciemment, c'est fait. C'est fait comme ça pour ne pas dire grand-chose finalement quand on dit. Et là, essentiel de la personne qui va poser les questions, c'est que quand il pose quand il entend ce discours, il entend une phrase où il y a des endroits, on appelle ça les endroits étranges de la phrase. Et ça, c'est le domaine de l'herméneutique, analyse du texte, mais le texte de la vie. Hein, ça, c'est l'herméneutique appliqué dans la vie. Et quand on voit, dans chaque phrase, il faut rechercher l'endroit étrange. Et c'est la clé que je vous donne. Donc, tu entends une phrase, l'endroit étrange, c'est déjà le début de la contradiction. C'est quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui nécessite l'approfondissement. Par exemple, la personne va vous dire non, personne ne veut de cette loi, ou tout le monde veut que ce soit voté. Et là, vous entendez le mot tout le monde, par exemple. Mais tout le monde, c'est qui? Et là, vous vous posez la question sur cet endroit étrange. Vous relevez cet endroit étrange et vous reposez la question à la personne. Et vous dites, mais tout le monde, c'est qui? Et donc là, la personne va devoir répondre
autour de tout le monde. Et là, il va être déjà coincé parce que tout le monde, c'est qui? Ou personne, c'est qui? Et là, il faut aller jusqu'à, dis-moi concrètement qui est pour et qui est contre la loi, par exemple. Et là, il va être embêté parce qu'il voulait faire passer ça. Non, non, personne ne veut, donc c'est pour ça que je le fais. Ou tout le monde le veut, c'est pour ça que je vais l'imposer. Mais en réalité, la personne, on peut très bien le coincer. Il suffit d'écouter bien ce qu'il dit et de relever les endroits étranges de la phrase. Les endroits étranges, c'est la généralité. C'est-à-dire, dès que je ne veux pas aller dans la précision, donc je commence déjà à être… quand je suis flou dans la non-précision, donc c'est un endroit étrange. C'est ça. Ça, voilà, d'une part, ça, c'est les généralités, les endroits étranges. Il faut les préciser, il faut les voilà, préciser. Après, il y a l'inverse. Ça peut être la personne, on lui demande de parler de l'avenir, des choses un peu plus générales du destin du pays, par exemple, de la nation. On veut entendre une sorte d'analyse sociologique, analyse philosophique et géopolitique. Et là, il va réduire le champ, il va essayer de vous amener vers quelque chose de très, très particulier, très concret. Et là, il va parler d'une personne. Mais sauf que, vous voyez, il va dévier. Le problème, il va essayer de ne pas répondre à votre question parce qu'il va, au contraire, réduire le champ. Et là, il y aura quelque chose de trop concret. Et ça ne vous satisfait pas parce que finalement, il va vous éloigner vous-même de votre question. Donc, il faut toujours être conscient de ce que vous voulez connaître, de votre propre question. Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez de cette personne, qu'est-ce que vous voulez savoir. Et la personne, quand elle répond d'une manière ou d'une autre, il faudra quand même que ce qu'elle dit vous satisfasse quand même, en quelque sorte. Ici, vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous reposez. Et vous reposez les questions soit sur la profondeur, en posant la question pourquoi. Le mot interrogatif pourquoi, on utilise toujours pour aller dans la profondeur. Si on veut vraiment connaître quelque chose de profond de ce qu'elle dit, il faut reposer les questions avec le mot pourquoi. Et après, on cible si on veut savoir comment, où. Il faut comprendre que le mot, commençant par le mot comment, cela signifie que vous allez demander la façon de faire. Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Donc, c'est aussi important de savoir ce que tu veux de cette personne. Et écoutez attentivement ce qu'il dit, relevez, peu importe l'endroit étrange qui vous paraît étrange parce qu'il ne vous satisfait pas. Tout, voilà, donc ça c'est une clé qui marche. Donc je suggère à tout le monde d'essayer sur vos proches, d'essayer de poser des questions sur la profondeur. Justement, pour les proches, là où ça peut être intéressant aussi, c'est que même les proches, en réalité, comme aujourd'hui on se parle moins, on est souvent sur les smartphones ou sur le journal ou la télé ou j'en sais rien. Et les gens peut-être ne se connaissent pas. Même les proches peut-être ne se connaissent pas tant que ça en réalité. Est-ce que le dialogue socratique permet aussi de se rapprocher entre nous, pour le coup? Pas forcément en cherchant à savoir si la personne ment ou pas, mais se rapprocher pour mieux connaître l'interlocuteur. Oui, très bien Mike, c'est très, très beau ce que tu dis, c'est très important. Et évidemment que aujourd'hui, nous oublions malheureusement que le problème, n'importe quel, de communication et de compréhension vient de l'absence de communication en réalité, ou l'absence de temps pour prendre le temps que vous prenez pour la communication avec l'autre, et l'absence d'une vraie communication qui est ciblée sur la clarté maximale. Encore une fois, je fais les références au Descartes, quand même c'est votre grand philosophe, c'est la fierté de la France. Dans l'esprit rationnel, Descartes nous porte les clés de cette communication rationnelle et claire. Il dit que tout doit être clair et qu'à partir du moment où la chose devient claire, le problème disparaît. Mais pour que la chose devienne claire, il faut discuter sur la chose
Il faut dialoguer. Cela veut dire poser la question et avoir une réponse. Dialogue, c'est ça, question-réponse. Comme disait Lev Vygotsky, c'est le philosophe et psychologue russe du XXe siècle, il disait que la question-réponse, ce registre question-réponse, c'est le métabolisme de la vie. C'est la vie. Sans cela, on n'a aucun lien social, on n'a rien. La vie de l'homme n'existe pas en quelque sorte sans question-réponse. Bien sûr que si on veut mieux comprendre pourquoi la situation est tendue, mais quelque chose qu'on sent, qu'il y a quelque chose qu'on ressent, on a quand même encore on a des humains, on a des sentiments et des intuitions, on ressent quelque chose. Mais encore une fois, ce qu'on sent, ce sont que des émotions. Et cela doit être quand même, si on veut avoir la visibilité sur la situation, il faut quand même vérifier pourquoi on le sent. Est-ce que c'est fondé ou pas votre sentiment de mal-être ou d'où ça vient? Du coup, il y a pour ça qu'évidemment, il faut aller poser la question à la personne et la question va vous répondre. Et donc là, vous allez éclairer le problème ensemble. Et donc ça, c'est vraiment le dialogue, c'est le remède de tout problème. Dialoguer, c'est de résoudre les problèmes. Si vous êtes dans le silence, le problème n'est pas résolu. Donc il faut utiliser le dialogue socratique pour être mieux avec sa femme ou son mari. C'est une solution. Il faut utiliser le dialogue socratique quand on veut comprendre quelque chose et qu'on ne comprend pas. Et pour comprendre, on doit savoir poser les questions précises et les questions surtout pas fermées, parce que souvent, je rencontre des personnes qui viennent, Ah oui. et les personnes qui viennent, c'est important de savoir, parce que voilà, y a les questions ouvertes qui ne nécessitent pas de négation ou d'affirmation, et il y a une question, c'est-à-dire que lorsqu'on pose une question ouverte, moi je trouve que à l'époque quand j'étais étudiant, j'ai travaillé comme vendeur chez Gap. Bon. Et c'était le magasin de fringues, et j'ai fait ça 4-5 ans, et on nous disait, c'était les méthodes américaines, question ouverte, toujours question ouverte quand on voit le client, c'est-à-dire ne pas lui poser la question est-ce que vous avez besoin de mon aide, qui est une question fermée où le client va dire oui ou non, et souvent il va dire ah non, je ne veux pas de votre aide, merci, ou question ouverte, et moi j'avais un truc, c'était quel modèle cherchez-vous, quelle taille cherchez-vous, voilà. Où là c'était une question ouverte. Donc du coup, dans la méthode socratique, il faut poser des questions où la personne en face n'a pas à dire oui ou non, mais doit argumenter. Là, Mike, il y a, en fait, pour comprendre, il ne faut pas confondre la technique même qui va utiliser tous les moyens pour mettre en place le processus de réflexion dans la tête de la personne. Et les moyens, ça peut être au contraire. Moi, pour l'exercice, pour son cerveau, je vais exprès lui poser les questions fermées, mais pour voir s'il surveille ce que je dis, donc pour son attention. Et quand je dis... on peut l'utiliser, d'accord. Est-ce que vous avez vécu cette situation avant? Déjà, il va me dire... oui, mais il commence à me raconter toute sa difficile vie dans une seule réponse, voyez, et c'est pas ça que je demandais. Moi, du coup, je oblige cette personne à discipliner son esprit par les exercices que je l'oblige de faire. Mais dans la vie, maintenant, les compétences que dialogue socratique contient beaucoup de compétences, parce que si on sait le faire, et pendant le process de dialogue socratique, il y a beaucoup de compétences qui sont travaillées. Compétences de savoir poser les questions, ouvertes, fermées, compétences d'avoir l'esprit critique, compétences d'analyser, problématiser, conceptualiser, ironiser. Ça, c'est des compétences qui sont à l'intérieur du dialogue socratique, de la technique même. Et donc, ça dépend ce que vous voulez. Moi, pour faire l'exercice sur la personne, pour l'obliger à rétrécir son champ de réflexion pour qu'il devienne encore plus précis et qu'il a moins de difficultés, il ne doit pas partir dans tous les sens. Il doit être, je l'oblige, je lui donne des cadres, je l'oblige de rester dans les cadres pendant la consultation. Mais évidemment que si on veut maintenant, il ne faut pas s'étonner quand on dit ma femme ou mon mari, je sais pas, il m'a dit non, ou il m'a dit oui, et genre, je sais pas trop pourquoi il m'a dit ça. Il m'a répondu d'une seule façon.
Il n'a pas développé. Mais peut-être votre question était fermée. Parce que il faut, avant d'accuser l'autre que la réponse qu'il vous a donnée n'est pas satisfaisante ou qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous a pas plu, mais c'est parce que votre question n'était pas claire, précise, et peut-être même elle était fermée, justement. Mais, Est-ce mais, que, est-ce qu'il peut y avoir un développement de réponse forcément quand il y a une question fermée? mais justement, Ou la personne s'arrête à oui, non. mais normalement, si la personne elle est attentive à la question, il ne va pas développer parce que la question est fermée. On ne lui a pas demandé de développer. Et c'est Voilà. légitime qu'elle répond oui ou qu'elle répond non. Et l'autre, il va dire et, non, et pourquoi? Mais ça, c'est une autre question déjà, tu vois. Ça, c'est pourquoi non. Mais il va te dire pourquoi non. Mais du coup, si vous voulez de la personne une réponse développée, il ne faut surtout pas poser les questions fermées. Et peut-être il faut peut-être éclairer un peu plus pour les spectateurs. Alors voilà, question fermée, c'est réponse oui, non. Question ouverte, c'est la réponse, elle doit être argumentée. Voilà, en Mais gros. en fait, il y a encore une petite astuce pour reconnaître les questions ouvertes et les questions fermées. Toute question commençant par est-ce que ou y a-t-il Et question fermée. sans mot interrogatif devant, c'est les questions qui nécessitent est-ce que le verre est sur la table? Non, parce que là, il est dans mes mains. Il n'est pas. Et là, je le pose. Est-ce que le verre est sur la table? Oui ou non? Là, on voit que c'est oui. Vous voyez, c'est clair. Y a-t-il un verre sur la table? Oui. Là, il n'y a Mais pas besoin de développement. il n'y a pas, parce que c'est pas ça qu'on cherche par notre question. On cherche pas à développer. On cherche à savoir s'il est là ou pas. Alors que si l'on dit que fait le verre sur la table, là, on Voilà. demande un argumentaire. Voilà. Donc, si pour aider à nos spectateurs, pour savoir poser les questions ouvertes, c'est toujours, il faut poser les questions avec le mot interrogatif qui va Alors, au début. je vais poser une question là qui me fait rire. Résistance patriote qui dit est-ce que Brigitte est une femme? Question ouverte. Les gens, Est-ce qu'il est une femme? Voilà, on oui ou n'ira non. pas dans ce débat. Oui, et encore, regarde Mike, ici c'est très intéressant de distinguer un avis et une position. Parce C'est qu'il vrai. y a une différence entre un avis, parce que si tu demandes ça, bah, je ne sais pas, tu rencontres quelqu'un et même moi, tu me poses cette question, Anna, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Et là, je dirais, je sais pas, je dirais quelque chose, ce sera que mon avis. Je pense que souvent les gens disent je pense que c'est un homme, je pense que c'est une femme, je pense que demain ou je pense qu'il va faire ça. Mais sauf que ce qu'on pense, c'est un avis. Et penser, tout le monde peut penser, ça n'a pas de valeur, disons, légitime comme dans l'argumentation. Tout ce que tu penses, c'est pense ce que tu veux. Mais il y a la position. Et quand tu as une position que tu prends, là, ta position doit être argumentée. Et c'est différent entre l'avis et la position. L'avis, c'est juste une pensée qui n'est pas argumentée du tout. Donc, ce n'est pas légitime. Il n'y a pas de légitimité de cette information-là. Ou c'est juste je pense. Quand la personne vous dit je pense que c'est un politique ou je pense que méfiez-vous tout de suite. Quand il commence sa phrase par je pense que, c'est très, très, très subjectif, c'est très personnel, il pense ce qu'il veut. Mais quand la personne dit maintenant, il y a une hypothèse, on dit que elle est homme ou elle est femme. Et maintenant, je vais te présenter des arguments que j'ai trouvés. Et maintenant, voilà, il y a une source comme ça, une source comme ça. Et il commence à défendre l'avis qu'il porte. Et l'avis défendu, c'est une position déjà. Et évidemment que j'incite tout le monde à avoir des positions et pas des avis. Bien sûr. Alors, est-ce que est-ce que les méthodes socratiques peut-être contrées, par exemple, par quelqu'un qui justement est spécialiste de dialogue socratique et peut ne pas tomber dans des pièges de la question?
Oui, dialogue socratique, si on le pratique, si on vraiment on s'y intéresse et on commence à le pratiquer, on apprend à surveiller son propre langage, le langage des autres. On devient attentif à l'information, on devient attentif comment il est porté l'information. Parce que, Mike, regarde, ceux qui se connaissent, ceux qui savent dans cette technique, nous pouvons il nous faut 3 phrases, dites ou écrites, 3 phrases, une après l'autre, pour faire un portrait mental de la personne. Et le portrait sera exact. Mais si c'est plus de phrases, c'est encore mieux. Mais minimum, il nous faut 3. Pourquoi 3? Parce que la première phrase que la personne dit, moi, en l'écoutant, je me dis que c'est une hypothèse. Je commence à avoir une sorte d'avis, d'hypothèse, d'hypothèse sur la personne, mais l'hypothèse n'est pas vérifiée parce que je peux voir que peut-être cette personne elle est comme ça, mais je n'ai pas de preuve. La deuxième phrase que la personne va me dire tout de suite après sa première phrase, il va vérifier la première phrase. Donc, elle va déjà être comme une sorte de vérification pour les premières hypothèses que j'ai eues sur sa première phrase. Et la troisième phrase suffit parce que la troisième, il va me confirmer mon hypothèse ou complètement l'annuler. Donc, moi, j'aurai déjà une visibilité sur la vie que j'ai été en train de construire sur la personne. Et la vie sera vérifiée après la troisième phrase si on sait analyser le langage. Donc, c'est quand même un sacré travail intellectuel, c'est un travail du cerveau. C'est-à-dire Oui. qu'on maintient par ce dialogue une jeunesse du cerveau. Oui, c'est vrai, on ne risque pas de devenir sénile. Non, c'est un bon travail intellectuel tous les jours. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que, allez-y, vas-y. Non, vas-y, Mike, vas-y. Non, parce que en fait, le cerveau, comme tout organe, ou la peau, ou les muscles, tout ce qu'on veut, vieillit, et le cerveau doit être travaillé comme tout muscle. Et là, on est sur un travail constant du cerveau parce qu'on doit être toujours à l'affût de la réponse et on doit aussi réfléchir à la question. Toujours alerte. Ça permet d'avoir le cerveau alerte. Et dans le cerveau alerte, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des réflexions. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien encore un petit accent très, très intéressant pour nos spectateurs, de faire la différence entre une pensée et une réflexion. Ça, c'est encore une fois Vygotsky, que j'aime beaucoup. Vygotsky, ce philosophe russe, ce psychologue qui travaille d'ailleurs avec plus centré sur l'adolescence. Mais bref, il a été éduqué, il a eu à domicile par le dialogue socratique. Il n'a pas fait ses études à l'école, il a eu l'école à domicile. Et il était par ses parents éduqué dans le cadre du dialogue socratique. Donc il a vécu dedans. Et aujourd'hui, dans ses ouvrages, il part du principe, donc toute sa psychologie, philosophie est construite autour de cette technique-là, de rapport avec les connaissances, le monde et la compréhension. Et donc, Vygotsky, qui disait il disait une définition très, très intéressante de la pensée et de la réflexion. Alors, la pensée, ce sont des sortes de fragments, des flashs dans votre cerveau qui sont souvent liés au passé, donc cela veut dire les souvenirs qui reviennent, ou les rêves que vous pouvez avoir, des espèces de désirs qui se matérialisent dans des flashs et qui sont de pensée, mais ce sont que des flashs qui ne sont pas réfléchis. Ça apparaît comme ça disparaît comme ça. Donc vous l'avez dans votre tête, il y en a plein de pensées. Pensées, on en a plein. Mais réflexion, c'est justement savoir connecter une pensée avec une autre et encore une autre. Et quand il y a des connexions entre 3 que vous avez réussi à faire, vous avez déjà fait le travail de création. Vous avez créé une nouvelle pensée, mais par vous-même. Donc, réflexion, c'est une création de pensée par vous-même, tandis que les pensées qui flottent comme ça, qui ont été peut-être créées par vous aussi, mais avant. Mais pour continuer à réfléchir, il faut toujours construire des liens entre vos pensées. Et là, ça s'appelle réfléchir. Donc, c'est quand même, regarde, les gens disent, mais non, je sais réfléchir. Souvent, ils ne font pas la différence entre penser et réfléchir. Penser, c'est trop facile. Hein. Penser, c'est très facile. Ça ne nécessite pas le travail intellectuel pour penser. Mais pour réfléchir, ça, c'est difficile. Et ça, il faut apprendre.
on utilise au maximum de ses possibilités notre cerveau. Et il faut l'utiliser parce que aujourd'hui, on peut dire que l'utilisation du cerveau n'est pas maximale, alors que c'est un organe ou un muscle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais qui est d'une complexité folle et qui nous donne des possibilités immenses qu'on n'utilise pas du coup. Voilà, et surtout que Mike, par rapport à justement l'information que nous recevons tous les jours, les paquets d'informations, notre cerveau, il possède ces informations. Et parfois, des personnes, souvent d'ailleurs, les gens confondent les informations avec les connaissances. Mais pour que l'information devienne connaissance, il faut aussi faire tout un travail d'assimilation de cette information et la transformation en connaissance. Et la transformation en connaissance, c'est une réflexion sur cette information, réflexion et l'analyse de l'information. Et aussi il faut approprier cette information par rapport à votre expérience et vos stéréotypes et votre façon de voir la vie. Donc, l'information, pour qu'elle devienne connaissance, donc elle doit déjà être réfléchie, analysée, elle doit être mise en corrélation avec votre façon de voir, vos stéréotypes, votre vécu, votre expérience, et que après, il va être enregistré dans la mémoire opérationnelle du cerveau. Et là, ça devient une connaissance. Donc, ça veut dire que après, vous pouvez dire « je connais ». Mais quand vous connaissez une date, lui, il est né, Napoléon, je ne sais pas, il est né, Sarkozy, il a fait ça, après lui, il a fait ça. Mais ça fait une belle jambe, savoir, on s'en fout. Les informations n'ont pas de valeur tant qu'ils ne sont pas devenus des connaissances. Les informations, il y en a beaucoup d'informations. Mais si vous ne savez pas analyser cette information et faire des liens entre justement plusieurs informations, et si vous ne faites pas naître la connaissance, l'information n'a pas de valeur. Donc, connaître beaucoup d'informations, ce n'est pas une preuve d'avoir voilà, de connaissances. Est-ce que la méthode aide à la mémoire? Bien sûr que la méthode aide à la mémoire, parce que déjà, quand vous faites attention aux paroles de l'autre, vous faites attention à vos propres paroles, et pour pouvoir suivre le dialogue et suivre les contradictions, il faut se souvenir de ce qu'il a dit, dans quel contexte c'était dit. Et pour relever ces contradictions, il faut avoir une très bonne mémoire de ce que la personne a dit il y a 30 minutes. Donc, bien sûr que ça muscle le Ça peut être cerveau. une forme de… alors, je ne dis pas que c'est la thérapie, mais ça peut être une forme pas ni de guérison d'ailleurs, mais de prévention face à des maladies modernes comme Alzheimer, où nombre de gens en souffrent. Bien sûr, c'est un entraînement très efficace pour le cerveau, et ça n'a fait que du bien, évidemment, à votre cerveau, pour qu'il soit toujours alerte, pour lui apprendre à réfléchir, et pour surtout, oui, le soumettre à cette réflexion de temps en temps. C'est très bien. Alors, comment les gens, du coup, peuvent te contacter? Comment ça se passe? Tu as un site? Voilà. Oui, donc moi j'ai le site www.dialogue-socratique.fr, mais quand vous cherchez dialogue socratique, Tu m'envoies ça. Moi, je vais mettre toutes les informations d'Anna, je vais les mettre en description de YouTube, évidemment. Voilà. Mais dis-le quand même encore. Vas-y, dis-le. Faut en parler. Dialogue au singulier normal socratique.fr, c'est le site de mon cabinet, et vous pouvez me contacter via ce site sans problème. Je réponds très vite, il y a le formulaire de contact, il y a aussi le mail que je peux laisser à Mike, qu'il peut afficher. Je mettrai toutes les informations. Les mails, et voilà, vous pouvez déjà vous renseigner un peu plus sur le dialogue socratique sur mon site, sur les services que je propose pour pouvoir vous apporter au maximum de clés. Ça peut se faire, je ne sais pas moi, faut venir directement au cabinet, ou est-ce que ça peut se faire par Internet ou par visio?
Ça peut se faire si vous êtes en Alsace et si vous voulez vous déplacer jusqu'à Alsace. Vous êtes les bienvenus dans mon cabinet. On fait ça en présentiel sur les beaux fauteuils anciens, très confortables. Ou bien, on peut tout à fait le faire en visio. Et c'est très bien en visio. Il n'y a pas du tout de carence de quelque chose parce qu'il y a, pour moi, mais pour la méthode socratique, on n'a pas besoin d'émotions. La personne, elle met de côté ses émotions automatiquement pendant cet exercice, pendant la consultation. Du coup, j'ai besoin juste de l'entendre. Moi, même par téléphone, ça peut se faire. Parce que j'ai besoin d'entendre ce qu'il dit. Ça doit être la parole spontanée et c'est le dialogue vivant. Donc, c'est le dialogue qui m'intéresse. C'est par dialogue. Voilà. Donc, pas de problème. Visio, ça très bien. Il n'y a pas. Moi, je serai très bientôt en Alsace, hein, faut le savoir. Ouais. Je l'annonce aujourd'hui. Je serai le 12 septembre à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg, Parlement européen, pardon, parce que je vais tourner une émission avec le député européen Virginie Joron et Marie-Estelle Dupont. D'ailleurs, j'invite Anna à venir, si elle veut venir à Strasbourg, c'est un grand plaisir. Et je serai aussi le 21 novembre pour parler de l'identité numérique aussi, avec le même député Virginie Joron. On va faire une émission là-bas. Mike, est-ce que je peux donner juste quelques conseils de lecture Allez, vas-y. à tes spectateurs? Donc, pour le dialogue socratique, déjà, si vous avez la possibilité de trouver les dialogues de Platon, on retrouve Socrate comme personnage principal presque dans tous les dialogues de Platon. Chez Platon, lisez quelques-uns pour vous donner l'idée comment Socrate faisait à l'époque. Comment c'était vraiment à l'époque cette approche de Socrate qui a aujourd'hui inspiré des universitaires comme moi et d'autres pour promouvoir cette méthode rationnelle. Donc c'est très passionnant, je vous suggère de lire quelques dialogues de Platon. Je vous conseille aussi, il y a un livre d'Oscar Brénifier. D'ailleurs, si vous recherchez Oscar Brénifier sur Google, vous allez trouver le livre sur les consultations philosophiques chez lui. Après, il y a un psychiatre américain qui s'est battu pendant 30 ans pour défendre cette technique dans la thérapie cognitive. Il s'appelle James Overholzer. En anglais, c'est Socratic Method in Psychotherapy. Voilà, ça c'est encore une lecture. Il y a une thèse très intéressante française qui a été écrite en 2019, la thèse de doctorat à Paris sur le dialogue socratique, 500-600 pages. Il s'appelle, le monsieur qui l'a écrit s'appelle Jérôme Lecoq. Donc, vous recherchez Jérôme Lecoq, dialogue socratique et fait consultation philosophique. Et si vous voulez connaître plus, donc vous pouvez toujours vous renseigner et lire par vous-même l'histoire du dialogue, comment ça fonctionne. En tout cas, merci beaucoup, chère Anna. Vraiment, on a passé une heure très sympa ensemble pour parler. Mais oui, Mike. Voilà, on apprend des choses. Le but aussi, c'est d'apprendre des choses et voilà. On peut parler poétique, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais c'est intéressant aussi de parler de différents sujets et d'avoir une forme de réflexion. Et en effet, moi, j'invite les gens, déjà parce que le dialogue socratique, ça aide pour la tête, ça aide pour savoir si on vous ment ou si on vous ment pas. Et aussi, ça aide visiblement dans la famille, dans le couple. Ça, c'est pas inintéressant, ça. En tout cas, merci beaucoup, chère Anna. Passe une bonne journée, de bonnes vacances surtout, et à la prochaine. Passez tous, moi je serai là tout le mois d'août, hein, il y aura encore plein de lives, ne vous inquiétez pas. Passez un excellent week-end et au prochain live. Salut, ciao. Merci, au revoir tout le monde.